Bonjour à toutes et tous. La période nous empêche de nous retrouver en librairie autour de nos auteurs préférés, qu'à cela ne tienne. Avec les échos de la librairie Maupetit, nous vous transmettons échanges et lectures d'extraits tirés de livres que nous aimons, et ce, afin de garder le lien en cette période où il est si compliqué de se retrouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Controssi, écrivain, journaliste et reconnu pour ses nombreux romans historiques. Bonjour Jean, merci d'avoir accepté de venir. Bonjour, bonjour. Donc vous venez nous parler de votre dernier roman, Le Printemps des Maudits. Je vais vous laisser le présenter, s'il vous plaît. Alors, c'est un roman historique dans lequel, évidemment, j'ai mis des personnages de fiction pour pouvoir leur faire raconter les événements auxquels on va assister tout au long de l'histoire. Il s'agit d'un épisode historique assez oublié ou mal connu, et même méconnu de gens que ça devrait pourtant intéresser au premier chef. Je vais parler des protestants. C'est la croisade qui a eu lieu au mois d'avril 1545 contre des paysans du Luberon qui étaient suspectés de professer ce que l'Église considérait comme une hérésie, parce qu'ils refusaient certains articles du dogme, comme le fera plus tard Martin Luther. Donc, mais là, il s'agit de paysans qui sont les disciples d'un homme dont on sait très peu de choses, sinon le nom, encore on n'est pas sûr que ce soit, qui s'appelait Pierre Valdo, et qui était un riche marchand lyonnais, et qui, à la façon de François d'Assise, un beau jour a tout quitté pour vivre dans la pauvreté et revenir à la pureté de l'Évangile. C'est-à-dire, il est parti sur les routes, en se dépouillant de tout, en vivant d'aumône, et en prêchant une doctrine chrétienne, mais qui mettait en cause le pouvoir du pape, et refusait de croire à l'existence du purgatoire, il refusait de recevoir des sacrements de prêtres dont il jugeait la vie dissolue, etc. Donc ça suffisait pour les envoyer au bûcher. D'accord. Alors de temps en temps on en brûlait un, histoire de ne pas perdre la main, mais au mois d'avril 1545, à cause de l'obscurantisme et de la méchanceté d'un seigneur local, le baron d'Oppède, qui était en même temps le président du Parlement, Jean Ménier d'Oppède. On a organisé donc une véritable croisade qui, en une semaine, va ruiner tout le pays au bord de la Durance, de la Tour d'Aigue à Lourmarin, causant 3000 morts à l'époque, mobilisant 3 armées, c'est-à-dire 2 armées, l'armée du roi, l'armée des forces provençales et l'armée du pape, parce qu'à l'époque Avignon est encore au pape, donc qui vont se livrer à des massacres sans nom, épouvantables, puisque on va détruire 19 villages et faire 3000 morts, vendre des enfants, éventrer vieillards et femmes, enfin, une horreur, une véritable horreur. Voilà. Et pour vous, c'est un épisode qui est très peu connu. Mais très mal connu, voilà, alors en plus de ça, il s'appelle les Vaudois à cause de Valdo, donc les gens se disent, mais qu'est-ce que c'était? C'était des Suisses, c'était des gens du canton de Vaud, vous voyez, donc non, c'était des paysans que d'ailleurs les seigneurs avaient attirés pour remettre après la guerre de 100 ans, le pays était ravagé et ruiné, donc pour remettre les fiefs en culture et donc avoir des revenus, les seigneurs ont fait venir ces gens qui vivaient dans le Piémont et dans les Alpes, qui s'étaient réfugiés parce qu'ils étaient pourchassés par les autorités religieuses, et donc ils les ont fait venir volontairement. Mais en même temps, évidemment, ils ont introduit leur doctrine hérétique par rapport au dogme officiel de l'Église. Voilà. Alors que c'était des gens qui étaient fidèles au roi, qui étaient travailleurs, qui étaient honnêtes, peut-être certainement plus que certains paysans catholiques. Donc, mais ça a été l'occasion, disons, comme a dit le baron d'Oppède, de curer la plaie de ce pays infecté d'hérésie. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous, du coup, dans votre processus d'écriture, comment est-ce que ça fonctionne? Vous vous documentez énormément avant? Je me documente énormément, d'abord parce qu'il y a eu des travaux de spécialistes, bien sûr, mais ils ne sont pas accessibles, je veux dire, aux lecteurs moyens, comme moi. Alors, j'essaye d'abord de comprendre ce qui s'est passé, et avec une technique qui m'a déjà réussi dans 2 autres romans que je fais, c'est-à-dire je fais arriver quelqu'un qui arrive de l'extérieur, et à qui on explique ce qui se passe. Voilà. Ça permet comme ça d'expliquer au lecteur en même temps, sans avoir l'air de lui faire un cours. Bien sûr, oui, c'est un procédé. Voilà, un procédé. Bon, moi, j'ai pensé,
ça c'est totalement inventé. La sœur de François Ier avait un petit penchant pour les doctrines évangéliques. Donc elle avait d'ailleurs eu des ennuis avec l'Église. Et donc je pensais qu'elle pouvait envoyer quelqu'un, un de ses capitaines, pour voir ce qui se passe, ce qui se prépare. Elle a entendu des bruits dans la cour, comme quoi une croisade se préparerait dans le Luberon contre des paysans. Donc, pour savoir, mais qu'est-ce que c'est que ça, quelle est la dernière raison et qu'est-ce qu'on va faire, le mieux c'est d'envoyer un œil étranger qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a un seigneur qui est plutôt libéral qui lui explique ce qui se passe et il assiste au désastre. D'accord. Voilà. Et puis ça vous intéresse en fait de transmettre ces histoires peu connues? Bien sûr, oui. Je le vois aux premières réactions. Bon, le livre est sorti il y a 5 jours, donc j'ai encore peu de réactions. Mais beaucoup de gens me disent, mais on ne savait pas. Bon, alors, si on ne savait pas, vous pouvez savoir. Et vous pouvez savoir d'une façon... Bon, je raconte une histoire terrible quand même. Hein. Je la compense un peu par une histoire d'amour. Mais enfin, un peu comme fait mon maître Alexandre Dumas. Voilà. La Reine Margot, c'est l'histoire de Saint-Barthélemy, hein, mais avec des personnages réels mêlés à des personnages de fiction qui permettent d'avancer. Parce que moi, je ne peux pas rester dans le tempo historique, ça s'étale sur des années, on en mettrait tout le monde. Tandis que là, je le fais sur 8 jours. Hein, voilà. Mon affaire est terminée, ça commence le lundi, ça se finit le lundi d'après. Hein, voilà. C'est là que la fiction vous permet... C'est là que la fiction permet d'abord de resserrer le temps, hein, et ensuite de rendre accessibles des documents. Bon, d'abord, on ne peut pas parler la langue de l'époque parce que ce serait incompréhensible. Les documents sont très difficiles à déchiffrer. Donc, je me suis appuyé sur le travail des historiens, et notamment, je voudrais le citer parce que c'est quelqu'un de merveilleux, Gabriel Odizio, qui est le grand spécialiste de l'hérésie vaudoise, donc qui a fait sa thèse là-dessus, et qui m'a fait l'honneur de me téléphoner en me disant que je n'avais pas dit que des bêtises. Voilà. Donc ça, c'est une belle reconnaissance. C'est un adoubement, carrément. Oui. C'est clair. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait? Oui, alors je voudrais le situer. Hein, oui. Voilà. Donc c'est à la veille du début de la croisade, donc le lendemain matin, les troupes vont se mettre en marche et ravager le pays. Et le baron d'Oppède, qui en est le grand ordonnateur, a réuni au Parlement de Provence, qui à l'époque est à Aix, hein, sur la place des prêcheurs. Il a réuni les 2 chambres pour leur dire, voilà, à partir de demain, on va commencer à marcher d'est en ouest et à ravager tous les villages, notamment Mérindol et Cabrières, qui sont des fiefs qui sont tenus par les vieux Vaudois. Les Vaudois qui ont des fourches et des faux pour se défendre, hein, contre des gens armés. Il y a quand même des mercenaires. Voilà. Donc c'est le jour de triomphe pour le baron d'Oppède. Voilà le passage. Il était enfin advenu ce jour de triomphe et de fierté pour le baron d'Oppède. Dans son œil noir, brillait une lueur jubilatoire tandis qu'il parcourait les travées des cours souveraines et de justice réunies sur son ordre, où pas un parlementaire ne manquait à l'appel. Ce jour du dimanche de Quasimodo 1545 allait passer à l'histoire en même temps que son nom. En 2 journées, il en serait fini de ce pays infecté d'hérésie. D'hérésie, il n'était question que de cela dans les conversations des badauds et des chalands, toujours plus nombreux autour du palais comtal. Arnaud de Montignac, c'est mon héros, s'y était mêlé après avoir accompagné dans son coche le seigneur d'Alène, tenu de répondre présent à la convocation du président d'Oppède. L'indiscrétion d'un avocat attaché au Parlement de Provence, que son goût pour les libations rendait encore plus bavard qu'à l'ordinaire, avait lancé le débat public dans une taverne de la rue Rifle-Rafle où il avait ses habitudes. L'avocat avait confié à un capitaine de la garde parlementaire, à voix suffisamment haute pour attirer l'attention des oreilles curieuses occupant les tables voisines, que l'assemblée prévue ce jour-là au siège du Parlement de Provence avait pour objet les dispositions à prendre pour l'exécution de Cabrières et Mérindol et autres lieux de Provence. L'édit de Mérindol. À l'époque, on l'avait fait connaître à son de tromperie publique à travers tout le pays. Mais depuis le temps, chacun en avait oublié les modalités. À la vue de tous les coches luxueux qui avaient amené les seigneurs et gens de justice, la mémoire collective venait de se ranimer, animée par les opinions de chacun, se confrontant ou s'opposant à celles des autres. Des clans se formaient, des disputes éclataient, la foule s'agitait au rappel de cette vieille histoire mouvementée que l'on se restituait par bribes. Tous avaient un avis là-dessus. Il s'agissait, croyait-on se rappeler, d'une croisade ordonnée par le roi pour guérir de la peste religieuse qui avait contaminé tout le Luberon
et débordaient jusque sur les terres papales, elles aussi infectées. Mais ils n'ont jamais causé de mal à personne, les Vaudois, affirmait un cordonnier à longue moustache, sorti de son échoppe au volet clos. Je les connais, ce sont des gens paisibles, durs à la tâche, loyaux envers leur seigneur et honnêtes en affaires. Que seraient les villages laissés ruinés et dépeuplés, et les friches désertes, si leurs bras n'étaient venus leur redonner vie? Je sais même propriétaires de fiefs qui les ont enrichis sur des terres qui ne rapportaient plus rien, quand pleuvaient à nouveau les taxes et les redevances. Un fief qui était naguère amodié à plus de 4 écus en vaut 350 aujourd'hui. Cet homme parle juste, approuvant un quart d'heure de la rue des Templiers toute proche. Balthazar de Simeone, alors seigneur de la Coste, pourtant en terre papale, a signé voici de plus de 15 années de cela des contrats d'habitation avec ces gens qu'il savait vaudois et ça ne le gêne guère. Cela est vrai qu'on reconnut un bourgeois. Mais ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'était que ces paysans-là persisteraient dans leurs erreurs religieuses en dépit des mises en garde et des appels à l'abjuration. Je crois me souvenir, intervint un forgeron, que les gens de Mérindol avaient été assignés à comparaître munis de leur profession de foi et qui ne sont jamais venus se justifier devant la cour de justice. « Parbleu !» rétorqua le cordonnier. « Il n'était point certain de repartir avec leur tête sur leurs épaules. Savez-vous que le baron d'Oppède s'est saisi de 8 d'entre eux, qui étaient ses voisins, et qu'il les a laissés périr de faim et de soif au fond d'une citerne? En s'emparant de leurs biens, le baron augmentait les siens, lança une voix d'homme. Un domestique du baron d'Oppède, offusqué, tenta d'identifier celui qui avait lancé l'accusation, mais l'homme avait déjà tourné le coin de la rue. C'était pour éviter qu'ils répandent les erreurs chez ses sujets que le baron avait fait cela. Mais il ne cherche à convertir personne, les Vaudois, objecta le forgeron. Jamais ils ne se rassemblent en public pour prier et ouvrir la messe comme nous le faisons. Ou s'ils s'y rendent, c'est pour que le curé du village ne les désigne point comme suspects d'hérésie. Leur religion à eux, ils la pratiquent entre eux, en leur logis. Moi, ça ne me gêne guère, dès l'instant où ils ne m'obligent pas à penser comme eux. Tiens donc, s'exclama un marchand de draps. On le voit à vos propos, voilà longtemps que vous n'êtes point allé du côté de Cabrières-du-Comtat. Là-bas, ils tiennent la ville. Le curé Philippon n'a plus droit de citer dans son église. Le domestique du baron d'Oppède renchérit. Des bandits vaudois ont commis des actes sacrilèges dans plusieurs chapelles, m'a-t-on raconté. Ils ont brisé des statues de saints et lacéré des images. Le marchand d'Èbre se tourna vers le forgeron. Pourquoi pensez-vous qu'ils pratiquent leur culte en secret s'ils ont bonne conscience? Et par crainte de la persécution qu'on leur fait, vous a un muletier qui s'était joint à la discussion. Nenni, assura le marchand d'herbe, s'ils se réunissent la nuit dans des grottes de la montagne, c'est pour des cérémonies dont on ne sait rien. Moi je sais, intervint une lingère qui passait par là, au sortir des confesses. Un mien parent, l'oncle de ma mère, habitant Cadenet, où tous sont bons catholiques, m'a dit que dans ces grottes, il disait qu'on convoque le diable en compagnie de sorciers, d'enchanteurs, de masques volant sur des bâtons et faisant des conciliabules pour y exercer des paillardises et toutes choses exécrables qu'on fait dans des sabbats. Merci pour cette lecture. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce passage? C'est que ça présente un peu toutes les opinions qui existaient à l'époque. Ça permet de confronter des opinions pour et contre, et c'est plus vivant qu'une thèse de théologie. Complètement. Là, on a l'impression d'être dans le tableau en soi. Dans une scène de rue. Exactement. Voilà. Ouais. Voilà. Je dis des choses tout à fait tirées des études qui ont été faites. Simplement, je les mets dans la bouche de gens qui les disent plus simplement. C'est passionnant. Merci beaucoup. On vous laisse donc découvrir Le Printemps des Maudits, publié chez les éditions Hervé Chopin, donc à retrouver à la librairie. Merci beaucoup et très belle lecture. Merci Jean. Merci.